Bien, merci beaucoup. Alors, nous allons aujourd'hui traiter le sujet du partage du pouvoir pour une société juste et performante. Et nous avons avec nous 3 personnalités tout à fait extraordinaires pour évoquer ce sujet. Alors, 3, mais pas 4, parce que figure sur le programme probablement encore la présence de M. Hervé Guèze, qui malheureusement s'est rompu les ligaments hier après-midi et donc n'était pas en situation de pouvoir venir. Vous connaissez la fragilité légendaire de nos collègues masculins, n'est-ce pas, qui n'ont pas la résistance des femmes. Et donc, j'essaierai de dire quelques mots de sa pensée au cours de la table ronde néanmoins. Alors, nous allons d'abord commencer en interrogeant Madame Béatrice Kosowski, qui est la présidente d'IBM France, que je remercie vraiment très vivement de prendre dans un temps évidemment extrêmement chargé, de prendre le temps de venir nous parler. Donc, vous avez un parcours évidemment au sein d'IBM extrêmement brillant, mais j'ai noté que vous étiez également engagé au conseil d'administration de Syntec et que vous avez du coup en charge notamment les questions aussi d'attractivité sur les métiers numériques. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser en quelque sorte, c'est finalement, dans ce secteur du numérique, quelle est la place des femmes? Peut-être commençons un petit peu par un état des lieux de ce qu'il y a aujourd'hui, de ce qui a pu se passer ces dernières années dans le secteur et chez IBM. Est-ce qu'on peut dire qu'on atteint aujourd'hui une situation de partage du pouvoir, en quelque sorte, dans ce domaine? Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors, le secteur du numérique, déjà, la première bonne nouvelle, c'est que c'est un secteur créateur net d'emplois. Donc, je dirais qu'il faut le voir sous forme d'opportunité. Et peut-être pour répondre à la question, je pense qu'on ne peut pas parler encore de partage de pouvoir, mais en tout cas, on est en progrès. Et quand vous regardez justement, Madame la ministre Elisabeth Moreno a mis en exergue des femmes dirigeantes de la tech et on voit qu'effectivement, quand même, les choses sont en train d'évoluer. Donc, effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 232 000 jobs qui vont être créés entre 2017 et 2027 et que, bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas les talents pour satisfaire l'ensemble de ces postes. Donc, on a une belle opportunité. Force est de constater que les chiffres, alors je peux vous donner beaucoup de chiffres, mais enfin, je pense qu'on en a toutes eu sous les yeux. Les femmes aujourd'hui ne prennent pas toute leur place dans le domaine du numérique. Et je vais le dire dans l'autre sens, le domaine du numérique se prive de beaucoup de talents féminins, ce qui est vraiment fondamentalement problématique. Les femmes représentent 27% du secteur du numérique. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique et d'avoir une analyse aussi un peu qualitative sur les types de rôles. Bien évidemment, sur les rôles techniques, on va retrouver une proportion beaucoup plus faible. Typiquement, entre 11 et 16% pour tous les rôles vraiment techniques. Par exemple, aussi dans le domaine de la cybersécurité. Et on est à plus de 35% dans le domaine de l'IA. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'au-delà du fait qu'on pourrait se priver de talents au féminin, typiquement, on pourrait aussi se heurter à des biais très graves. Très grave pour nous tous si on était monostyle dans ces domaines-là. Donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, dans les métiers traditionnels, les femmes représentent 11 à 15%. Et dans les métiers qui sont en forte croissance, en gros développement, là, elles sont à 35%. Donc, moi, c'est ce que je trouve quand même encourageant. Et là, on va retrouver notamment des rôles où les soft skills sont particulièrement importants. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Et finalement, on fait le lien avec les formations parce que le sujet, c'est évidemment à la source. Et moi, je le vois aussi au niveau des recrutements. On fait tout ce qu'on peut. Là, j'ai fait beaucoup de recrutements l'an dernier et je vais en faire encore beaucoup cette année. On est à 40% de femmes, mais c'est vraiment un effort acharné parce qu'on stagne aux 28% de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. En gros, ça ne bouge pas. On voit que dans les encore plus jeunes, finalement, la proportion de jeunes filles qui sont inscrites dans les filières maths, etc., sciences de l'ingénieur, sont dans des proportions encore plus faibles. Donc, on a un vrai sujet de vocation à aller susciter. Ce que je trouve intéressant, justement, par rapport aux soft skills,
c'est que sur les formations de type négociation et digitalisation de la relation client, là, on va retrouver 50% de jeunes filles. Donc, voilà, on voit que ça les intéresse. Donc, il y a un vrai travail à faire à la fois d'intérêt, de créer de l'intérêt autour des rôles, de leur montrer qu'il ne faut pas en avoir peur, et aussi leur montrer qu'elles vont pouvoir trouver du sens. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Le sens, alors le sens, on le retrouve sous différentes formes. Un, c'est à quoi ça sert le numérique? Finalement, toute cette innovation, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est superficiel? Donc là, on a de multiples illustrations de bienfaits finalement qui sont créés par l'innovation. Deuxième chose, c'est tout ce qui est sustainability, qui est un énorme sujet d'intérêt, et en particulier les femmes qui s'intéressent à ce sujet-là, qui ont envie d'œuvrer. Donc, elles peuvent tout à fait trouver un épanouissement en étant directement actrices à travers les rôles du numérique. Donc, c'est quand même ce qu'on essaie de faire valoir. Et puis, le troisième sujet, c'est le numérique au service du décloisonnement et de l'inclusion. Parce que, voilà, alors moi je le vois à travers nos programmes PITEC par exemple, qui vont aller chercher les jeunes en seconde pour les amener jusqu'en BTS et finalement les ramener sur le terrain des études alors qu'ils étaient un peu perdus en route. Bon, ben voilà, ça c'est, j'ai en tête une jeune femme qu'on vient de recruter qui est mentor d'un jeune qui est chez PITEC, et elle dit « mais c'est incroyable de se retrouver mentor alors que je suis super jeune et moi je suis en train de leur expliquer pourquoi c'est bien le numérique, pourquoi ils vont avoir un beau job à l'arrivée ». Bon, ben moi, je trouve que ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, juste pour terminer pour IBM, dont effectivement, ce sujet-là nous tient à cœur de très, très longue date. Je pense que c'est le résultat à la fois de déclarations très engagées depuis très longtemps au niveau direction, mais international, hein, nos différents présidents mondiaux, et puis d'actions très terrain. J'ai le plaisir d'avoir un COMEX maintenant depuis un certain temps à parité, donc la vie est très différente, ça c'est sûr. Et je dirais qu'une grande partie du mérite revient à mon prédécesseur, Nicolas Sekaki. C'est lui qui a construit ce COMEX à parité. Et moi, je me suis retrouvée l'an dernier, donc j'ai pris la tête d'IBM. Entre-temps, on a fait une spin-off, on a fait un plan de départ volontaire très conséquent, des recrutements massifs et une réorganisation historique. Et donc, j'avais une espèce de Rubik's Cube un peu compliqué et je me suis dit, mais comment je vais atterrir avec un COMEX quand même à parité? Parce que j'ai changé 98% de l'équipe de leadership. On est resté à parité, donc ça, j'avoue que ça fait plaisir. Mais voilà, effectivement, il faut bien s'accrocher, et puis il y a plein d'autres initiatives. Alors, de par votre expérience, finalement, chez IBM, et votre expérience peut-être personnelle aussi, si on peut en dire un mot dans vos différentes fonctions, en quoi pensez-vous que la mixité peut être un atout de performance? En quoi cela améliore-t-il la décision, la qualité de la décision? Est-ce que vous avez en tête peut-être des illustrations un peu concrètes de ce que ça peut apporter? Alors, déjà, il y a beaucoup de rapports qui démontrent qu'en termes de performance et de capacité d'innovation, évidemment, il y a une grosse différence pour les entreprises qui sont fans et actives dans la diversité. Hein. McKinsey dit que c'est 15% de performance financière supérieure et ça va jusqu'à 35% quand on est vraiment dans la diversité sous toutes ses formes, en particulier sur le plan culturel, et 19% sur l'innovation. Pour les sociétés, par exemple, qui sont très ouvertes sur le plan LGBT. Donc, on voit qu'on a pas mal de chiffres. Moi, je vais vous dire, ça correspond tout à fait à finalement à mon expérience aussi. J'ai eu le plaisir de travailler dans la cosmétique, mais je vous avoue qu'un environnement 95% féminin, moi, j'étais très mal. Et puis, quand je suis arrivée dans le secteur du numérique, qui était quand même très, très masculin, j'étais pas très bien non plus. Alors, je me suis accrochée comme beaucoup de mes collègues, mais voilà, j'ai quand même eu pas mal de choses qu'on pourrait mettre dans un bêtisier, ça c'est sûr. Et puis, quand même, un COMEX, quand vous êtes la seule femme, faut prendre une grande respiration avant d'y aller et pendant. Et pourtant, je peux vous garantir que tous ces hommes-là étaient géniaux. C'est-à-dire, j'avais rien à leur reprocher. Mais il y avait une petite oppression, vous voyez, avec des styles quand même très différents. Ce que je trouve très agréable aujourd'hui, la première chose,
c'est qu'on n'est plus dans une logique où il y a un style de référence. Quelques années après, il y avait quelques styles, donc on segmentait bien les styles de leadership. Donc il fallait qu'il y ait un nom, une étiquette à chaque fois et qu'on décrive. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Et pour moi, c'est ça la meilleure nouvelle finalement, c'est qu'on repart de la personne et on regarde comment on l'amplifie, comment on la fait grandir, cette personne. Et donc, on doit vraiment être soi-même magnifié, mais soi-même. Et ça change quand même énormément de choses. Donc, je trouve que la prise de décision, ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus détendu et beaucoup plus créatif. Et j'ai eu un symbole très fort, parce que dans notre évolution aujourd'hui chez IBM, en fait, bon, je suis présidente, et puis on a deux gros piliers. On a un pilier consulting qui est dirigé par Alex Bauer et un pilier technologie que je dirige. Et donc, on a fait notre réunion de lancement avec des milliers de personnes en disant on veut mettre en avant les deux piliers. Donc, j'oublie ma casquette de présidente. Et on s'est retrouvés tous les deux à animer 3 heures de réunion de lancement ensemble. Et là, je me suis dit, et il m'a dit, on aurait été 2 hommes, ça n'aurait pas du tout été pareil. Et là, en fait, je dirais qu'on a, je pense, reflété très naturellement un style, une ouverture qui était complètement différente et qui, j'ai l'impression, favorise quand même le fait que les gens se sentent libérés. Et c'est ça qu'on attend. Donc la performance, parce que chacun est lui-même en fin de compte. Merci beaucoup. Alors je vais maintenant demander à Madame Noémie Berkoff de nous dire quelques mots. Donc elle est directrice générale adjointe d'Egis Conseil et dirige aussi une des filiales sur la mobilité et les infrastructures, n'est-ce pas? Et par ailleurs membre de Femmes en Mouvement, qui est un des réseaux adhérents à Touga. Alors, vous allez nous parler de mobilité, justement, qui est un domaine tout à fait intéressant à bien des égards en fonction des questions de mixité. Et donc, pensez-vous que dans ce domaine, aujourd'hui, il y ait un impact d'une gouvernance peut-être plus partagée qu'avant, peut-être, hein, sur la qualité des décisions qui peuvent être prises en matière de mobilité? Vaste question. Merci beaucoup Agnès. Donc, on a en effet préparé cette petite intervention. Donc, en effet, j'ai la double casquette experte de la mobilité. Je suis dirigeante dans le groupe Egis, comme vous l'avez dit. Et puis, je suis ici en tant qu'administratrice de l'association Femmes en Mouvement, donc membre de Touga. Donc, avec ces deux casquettes, je me suis dit, bon, allez, on a une intuition, en effet, que quand on a un collectif de décision qui ne soit pas tout unitaire, tous pareils, alors ça va rebondir sur ce que vous avez présenté, on aurait une décision plus équitable, plus juste, plus efficace, plus performante, enfin. Bon, et puis on a cette intuition, mais voilà, là j'ai un peu phosphorer en me disant voilà, comment on essaye d'objectiver ça et de le prouver. Donc évidemment, si on se dit bon ben on met des femmes dans un comité de direction, on a des décisions plus efficaces. Ce serait trop simple, hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La décision, elle est beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Tout simplement, quand on a travaillé, on a réfléchi, tout simplement parce qu'on est humain. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend en tant que membre d'un collectif de décision, que ce soit un conseil d'administration, un COMEX, un CODIR, elles sont liées à ce que nous sommes, à des biais conscients ou inconscients. C'est encore plus compliqué quand ils sont inconscients. Et en fait, finalement, c'est lié à notre vécu. Donc, du coup, là, dans un premier temps, je vais me centrer sur quelques ressentis des femmes dans le monde de la mobilité ou un peu plus généralement de l'aménagement urbain. Et en fait, quand on tire cette petite pelote-là en disant ben, on ne vit pas exactement toujours dans le même monde, donc on ne prend pas exactement les mêmes décisions. Donc normalement, ben voilà, j'ai mis quelques tableaux et puis je te dis quand on switch, et puis après j'aurai quelques exemples plus précis. Premier petit cas d'application, le sentiment d'insécurité dans les transports publics. Donc aujourd'hui, là je me remets sur mes papiers parce que je ne connais pas tout par cœur comme vous. La proportion de femmes piétonnes chute de 9 points entre le jour et la nuit. Les femmes piétonnent dans l'espace public, on passe de 53% le jour à 44% la nuit. Et circulant seul, là, ça chute de 27 points. 9% la nuit contre 37% le jour. On a à peu près 3,5% des femmes qui refusent de prendre le RER parce qu'elles déclarent y avoir peur. Et on a 36% de femmes qui ont peur d'être seules dans leur quartier le soir contre 9% des hommes.
Second, c'est parfait, il faut rester là. Merci beaucoup, désolée. Non, tout va aller. Second sujet, les femmes se déplacent différemment. Elles n'ont pas la même manière d'occuper l'espace public. On constate par exemple que 75% des accompagnements des enfants et des personnes âgées, par exemple, sont réalisés par des femmes. Les femmes prennent moins souvent la voiture, sont plus souvent chargées. J'en profite, on l'a dit, ça a été évoqué ce matin dans notre Assemblée générale. En conséquence, la mobilité féminine est en règle générale plus écologique que la mobilité masculine. Les femmes sont les premières utilisatrices des réseaux de transport d'Île-de-France. Donc, tout mode confondu, métro, tramway, bus, c'est 55% de femmes contre 45% d'hommes. Et si on va vers la deuxième couronne en Île-de-France, donc dans les réseaux de bus, là, on tombe sur 65-35. Donc, c'est un vrai sujet de différence de ressenti qui fait que quand on va se retrouver dans un collectif de décision, par définition, on ne prendra pas les mêmes décisions. Alors, il ne faut pas non plus me faire dire que les femmes, naturellement, prennent des décisions différentes des hommes parce qu'elles seraient constituées différemment. Aujourd'hui, les femmes vivent une réalité différente, c'est-à-dire qu'elles ont plus peur dans les parkings, par exemple, c'est très prouvé, et ce n'est pas parce qu'elles sont biologiquement plus peureuses. C'est parce que factuellement et en réalité, elles se font plus agresser dans les parkings. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je tiens quand même à pas avoir de questions. Enfin, n'hésitez pas si vous en avez, mais voilà, on n'a pas dit que les femmes étaient naturellement plus comme ci ou moins comme ça. Donc du coup, on constate face à ces différents ressentis que si on associe des gens qui ont ces ressentis différents, et là on le fait sur la mixité, mais bien entendu, ça doit être élargi à tout ce qui concerne la diversité. Vous avez dit tout à l'heure le rapport McKinsey, qui élargit à la diversité culturelle une encore meilleure performance. Donc là, la question était sur la mixité, mais c'est bien entendu élargissable. Donc du coup, on voit bien que toutes les expériences de démocratie citoyenne, démocratie participative, ateliers collaboratifs, concertation, vie ma vie, etc., ont un vrai résultat positif dans une meilleure qualité des projets. Alors, merci beaucoup. Là, il y a des chiffres, je trouve tout à fait passionnants parce qu'ils ne sont pas si connus que ça sur la mobilité. Je pense que c'est important que nous nous imprégnions bien de ce sujet. Et finalement, on parle peut-être plus des femmes dans le numérique que finalement de la question de la participation des femmes dans les transports, enfin dans la problématique des infrastructures de manière générale. Alors, je crois que vous pouvez peut-être nous illustrer avec quelques réalisations concrètes. Comment finalement la prise en compte de ce regard féminin, de ces besoins féminins, et la prise en compte dans la décision peut impacter réellement des projets finalement. Je crois que ce serait très intéressant. Vous avez préparé quelques photos. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est vrai que chez Femmes en Mouvement, donc c'est une association des femmes de la mobilité et de la mobilité des femmes. Donc, on s'intéresse évidemment à tous ces retours d'expérience, à tout ce qui a pu être fait. Donc, Cindy Laure, si vous pouvez aller sur celle d'après, je pense qu'on avait encore une fois des choses sur les ressentis. Si vous, voilà, encore sur celle d'après, sans le torticolis. Donc, en effet, je vous ai préparé quelques minutes de petits retours d'expérience. Certains pays se sont penchés sur la question depuis des décennies, pour le coup. Donc, soit les retours d'expérience que je vais citer, je les ai choisis un peu à dessein, assez anciens, parce qu'à la fois, ils sont anciens, mais à la fois, ça permet d'avoir un vrai retour d'expérience. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, de nombreuses nouvelles politiques en France sont inspirées des exemples que je vais citer et fonctionnent très bien, justement, parce qu'il y a des endroits, notamment le Canada, où on réfléchit à ça depuis une trentaine d'années et où ça fonctionne plutôt bien. Donc là, normalement, vous devez voir Montréal. Vous voyez bien Montréal. Donc, à Montréal, dans les années 90, il y a eu un projet qui s'appelait Tandem, qui était un projet au départ dont l'objectif était d'avoir moins de cambriolage et moins de vols de voitures. C'est parti de là. Et ça a donné le comité d'action féminin de sécurité urbaine. Et donc, c'était il y a un certain temps, un temps certain, les années 90. Et donc, des tas d'ateliers, de réflexions sur comment améliorer, favoriser le sentiment de sécurité des femmes dans l'espace public urbain et notamment dans l'espace lié aux mobilités. Ça a donné des petites choses. Alors, c'est des stratégies de petits pas, mais ça fonctionne bien. Donc là, par exemple, vous voyez une station dans laquelle le plus de transparence possible a été mise pour voir et être vue.
Et c'est des petites choses comme ça qui changent vraiment la donne, qui augmentent instantanément le nombre de points d'utilisatrices des espaces publics et qui sont liées, pour le coup, en termes d'efficacité de la décision, à la présence d'une femme ou de quelqu'un qui vit cette situation dans le collectif de décision. Donc là, il y a la transparence, il y a aussi des choses comme possibilité de descendre entre chaque arrêt. Il y a des actions sur le meilleur éclairage des souterrains. Si vous allez à la prochaine, Cindy Laure, s'il vous plaît, là, normalement, je pense qu'on a un petit miroir. Alors, on ne le voit pas bien, mais en bas de la plage jaune, il y a un petit miroir pour voir ce qui se passe dans le couloir d'à côté. Comme quand vous habitez dans une impasse et que vous ne voulez pas abîmer votre voiture, bon, bah là, dans les espaces de mobilité, la nuit, c'est des petites choses qui changent totalement la donne. Donc, voilà pour le retour d'expérience de Montréal. Celui d'après, et puis je n'en aurai que 2, concerne Vienne. Il m'a semblé intéressant parce que, bon, pareil, il a une certaine ancienneté. Hein. Il visait à améliorer l'accessibilité piétonne et la sécurité routière dans 23 quartiers de la ville de la capitale autrichienne. Donc 23 quartiers, c'était quand même quelque chose d'assez majeur, de grande envergure. Et ils ont fait des tas d'ateliers participatifs, écouté les citoyennes, les ont intégrés dans des collectifs de décision. Et ça a donné, là, ce que vous voyez à l'écran, donc par exemple, un aménagement de parc. L'aménagement précédent était, comme c'est parfois ou souvent, avec un usage sportif en milieu de parcelle qui était utilisé par un public plutôt masculin, avec des occupations plus discrètes sur les bords. Donc là, ils ont fait tout un aménagement pour favoriser un espace non genré. Et ça, c'est des initiatives en aménagement de la mobilité ou de l'espace public qu'on voit vraiment de plus en plus. On voit en tant que prestataire, par exemple, des appels d'offres Agence française de développement à l'international, où ils disent, voilà, on veut une nouvelle infrastructure de transport qui soit favorable à l'approche genrée. Voilà, sur ces 2 exemples, on constate que la demande d'inclusion des femmes dans les politiques d'aménagement est devenue quelque chose de concret. Après avoir été pendant pas mal de temps un sujet universitaire, de recherche, d'observation, là c'est devenu assez concret. Il y a une notion que je voudrais partager sur ce sujet, parce qu'en fait, dans cette assemblée, on a plein de décisionnaires, pour pas dire décideurs et pour pas dire décideuses. Et du coup, je voudrais partager une des questions pratiques à se poser quand on est face à une décision d'aménagement. Mais en fait, ça doit être vrai aussi face à une décision de management. Ça doit être vrai face à pas mal de décisions. Comment faire pour que la décision qu'on va prendre soit plus juste, plus efficace, plus inclusive? Et donc, je reprends une idée qui est développée souvent par Marie-Xavière Vauquier, donc la présidente de notre association Femmes en Mouvement, que j'ai tenté de modéliser en plus faible dénominateur commun. C'est-à-dire que dans notre monde de la mobilité, un projet qui sera convenable et conçu pour la personne la plus fragile, donc que cette personne soit en poussette, soit en fauteuil roulant, soit malvoyant ou pour tout autre sujet, cet aménagement, cette infrastructure de mobilité sera par définition plus favorable à l'inclusion des femmes. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes à connaître. La dernière idée que je souhaitais développer pour avoir, parce que là, je vous ai dit plein de trucs, mais sur comment on fait du plus inclusif, on demande leur avis aux femmes. Mais pour autant, là, on ne les a pas inclus dans un CODIR, un COMEX, quelque chose de décisionnaire et dans le partage du pouvoir finalement. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution pour entendre leur avis. Pour autant, on peut n'en avoir aucune dans aucun conseil municipal. Donc du coup, je voulais quand même ajouter une dernière idée pour que cette prise en compte du vécu, du ressenti des femmes se transforme en quelque chose de plus statutaire. Et donc, l'idée, c'est celle, bien sûr, de la féminisation de la profession. Donc, la féminisation de la profession sur nos sujets de la mobilité et de l'aménagement urbain, aujourd'hui, c'est en route. Hein. Donc, quelques chiffres, et là, pour le coup, je les connais bien. Depuis 2004, les femmes sont majoritaires dans les sorties d'école d'architecture. L'année dernière, c'était plus que la moitié des inscriptions à l'ordre qui étaient féminins.
Les jeunes femmes urbanisme, c'est pareil, c'est 64%. J'ai des chiffres un tout petit peu différents des vôtres sur l'ingénierie, parce que je pense que chez moi, j'ai des environnementalistes, donc je suis entre 30 et 40% sortis d'école. Donc, ça veut dire que c'est plutôt bien. Alors, ça ne se transforme pas encore en une réalité dans les instances de décision, mais clairement, la féminisation est en route et on parlait ce matin de la notion de stock et de la notion de flux, et je pense qu'il est fondamental de constituer, d'avoir ce stock. D'avoir ce stock, ça veut dire de donner envie aux jeunes femmes dès l'école, en effet, vous l'avez dit, et à chaque étape de venir vers ces métiers, une fois qu'elles sont dans ces métiers, de venir vers ces postes. Parce que sinon, on n'aura pas le stock. Donc, chez Femmes en Mouvement, on fait une fois par mois un apéro où on invite des femmes qui vont témoigner soit de leur expérience sur le sujet de la mobilité ou de leur carrière dans ce secteur. Donc, pour terminer, je vais m'appuyer sur les mots de Eva Krayenkamp, qui est présidente du conseil d'administration de l'exploitant des transports de Berlin, que nous avons reçu en janvier et qui nous faisait part de ses expériences et de ses convictions. Donc, elle constatait un intérêt croissant des femmes pour ces métiers-là, les métiers techniques dans le secteur du transport, et elle nous disait « Il n'y a pas encore suffisamment de diversité, mais les choses progressent. Les femmes de la mobilité font du réseau, comme on le fait toutes aujourd'hui, et le vivier de recrutement devient plus large. » Merci beaucoup. Donc, je comprends que vos deux expériences, finalement, se recouvrent quand même un peu, c'est-à-dire l'idée qu'il faut maintenir, développer encore et toujours cette attractivité pour faire venir des femmes dans vos deux filières, de manière à ce qu'on arrive vraiment à partager le pouvoir et donc un peu à libérer cette créativité dont vous nous avez parlé. Alors, je voudrais dire un mot un peu au nom de M. Hervé Guez, donc, qui m'a donné quelques éléments sur ce qu'il aurait souhaité partager avec nous. Il est directeur des investissements de Mirova, qui est une société de gestion qui développe des fonds d'investissement. Et ils se sont rendus compte que les mesures existantes, notamment dans les pays d'Europe, du type de la loi Copé-Zimmermann, nous ne sommes pas le seul pays en France à avoir adopté ce type de loi, n'ont pas eu d'effet sur le ruissellement, sur les COMEX, les CODIR, d'où la loi de Mme Rixain dont nous avons largement parlé. Et donc, en tant que, finalement, investisseurs, ils ont fait un peu de travaux de recherche avant même tout cela dans leur coin et se sont donc rendus compte que si on comparait la situation aux États-Unis où il n'y a pas de politique de quotas, de politique légale, et la situation dans ces différents pays d'Europe où il y a des obligations au niveau des conseils d'administration, au niveau des COMEX et CODIR, la situation est en fait la même au départ. Et donc, on a le sentiment que les obligations légales n'ont pas eu d'impact au-delà de leur strict champ et de leur strict périmètre. Et donc, à partir de ce constat-là, en tant qu'investisseur, investisseur responsable, puisque Mirova est spécialisé dans l'investissement responsable, ils se sont dit qu'il fallait que les investisseurs s'emparent du sujet, en fait, globalement, et au titre de la responsabilité, de la RSE, en fait, de la responsabilité sociale et environnementale. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de créer un fonds d'investissement dont un des critères importants, à côté bien évidemment des fondamentaux économiques de l'entreprise, des entreprises dans lesquelles ils investissent. À côté de ces critères, disons, de base, de performance, il y a aussi la féminisation des instances dirigeantes, qu'il s'agisse des conseils d'administration ou des comités de direction en dessous, donc les différents échelons de gouvernance. Et donc, cette pratique-là, ils l'ont développée, ça fait maintenant 3 ans. Il est encore trop tôt, m'a-t-il dit, pour véritablement mesurer des résultats de performance financière. Et finalement, ce n'est pas forcément uniquement sous cet angle-là qu'il aimerait que le sujet soit regardé en tant qu'investisseur. Son idée est plutôt de pousser l'ensemble de la place, en fait, à davantage se poser de questions sur ce que doit être l'investissement responsable, en fin de compte, et donc d'essayer d'entraîner.
il m'a lâché qu'il y avait sans doute environ une centaine de fonds qui investissaient sur les questions écologiques, hein, avec des critères importants, et qu'il n'y a probablement pas plus de 5 fonds qui ont mis ces critères de féminisation des instances dirigeantes vraiment comme un critère important. Donc on voit bien là aussi le chemin et l'écart, c'est ce qu'évoquait Nathalie au début des assises, il y a bien du chemin à faire. Et donc son idée, c'est de pousser finalement l'ensemble des investisseurs à pouvoir aller de l'avant. Voilà donc une expérience tout à fait intéressante. Je crois que Mirova appartient à un club qui s'appelle le Club des investisseurs 30%, hein, qui ont adopté une démarche donc responsable, plus responsable encore, on va dire, que les autres. Et donc, voilà ce qu'il souhaitait partager. Et donc, il en espère, bien sûr, quand même, plus de rentabilité, mais pas de la rentabilité forcément à court terme. C'est le sentiment que l'épargne de long terme sera sans doute davantage rémunérée à partir du moment où ces critères sont pris en compte, hein, globalement, plus que sur le court terme. Alors, Madame Nadège Battista, on ne peut qu'être impressionné quand on voit votre parcours, puisque vous êtes d'abord ingénieure de l'école navale, l'une des premières promotions à avoir accueilli des femmes, hein, puisque je crois que ça remonte à 1993 pour la toute première, vous êtes sortie en 1998. Et vous avez d'abord exercé, donc vous êtes scientifique de formation, vous avez d'abord exercé votre métier de scientifique, mais vous l'avez fait d'abord, je crois, vous avez été en charge du secteur des chaufferies de propulsion nucléaire sur le porte-avions Charles de Gaulle, puis vous avez été officier de sécurité nucléaire, bref, un début de carrière extrêmement impressionnant et certainement peut-être un peu solitaire en tant que femme à l'époque dans ce milieu. Puis vous avez décidé d'aller vers les collectivités locales, où vous avez un parcours varié et tout à fait passionnant. Et puis maintenant, vous êtes préfète à l'égalité des chances, donc en Seine-et-Marne, hein, qui est un autre challenge. Alors, j'ai envie de vous demander finalement quels sont, peut-être au regard de votre fonction actuelle et de votre expérience au sein des collectivités locales également, quels sont les freins, à votre avis, à cette participation des femmes aux décisions, hein, de manière générale, et pourquoi, selon vous, c'est nécessaire? Bonjour à tous. Alors moi, je suis ravie effectivement de participer à ces assises à vos côtés. Et je souhaitais vous dire qu'il y a déjà quelques années, au sein de la ATF, nous avions eu l'idée de croiser les regards entre secteur privé et secteur public, en proposant aux dirigeants du secteur public une journée d'immersion dans le secteur privé et réciproquement, en proposant aux dirigeants du secteur privé une immersion dans les milieux des collectivités territoriales. L'initiative a été lancée, n'a pas encore essaimé, mais je pense qu'elle aurait, au regard de tout ce que vous nous avez dit, un intérêt majeur. Voilà, je lance la petite idée. Alors, je me présente à vous comme une synthèse. Je ne représente pas un secteur d'activité donnée dans le secteur privé, mais bien effectivement, je me présente plutôt comme une synthèse de plusieurs métiers au sein de la fonction publique. Donc, j'ai exploré plusieurs versants. Bien entendu, dans la marine nationale, en tant qu'officier de marine issu de l'école navale. Donc je suis toujours assez fière de dire que je suis de la promotion 98. Alors effectivement, qui est l'une quasiment des premières promotions féminisées. Alors autant vous dire qu'il y avait vraiment très peu de femmes, hein, dans ces promotions. Donc je crois qu'à présent, la mixité n'est pas encore atteinte, mais il y en a davantage. Et elles ont raison d'ailleurs d'emprunter ce type de carrière, hein, qui offre voilà, des univers assez merveilleux. J'ai effectivement eu un second temps de carrière en tant que directrice générale des services dans des collectivités, dans plusieurs collectivités avant d'occuper les fonctions de préfète déléguée pour l'égalité des chances en Seine-et-Marne, ce qui amène à voir et investir vraiment des champs totalement différents. Alors j'ai pu effectivement expérimenter plusieurs freins que peuvent rencontrer les femmes pour dérouler un parcours professionnel et particulièrement dans la fonction publique. Dans l'armée, il est vrai qu'on a coutume de dire une femme est un homme comme les autres. On pourrait imaginer renverser la phrase pour dire un homme est une femme comme les autres, mais ça ne se dit pas en l'occurrence. Ce qui est peut-être un peu dommage. Parce que je pense que l'homme pourrait expérimenter ce que la femme ressent quand on lui dit que la femme est un homme comme les autres. Voilà, donc il est vrai que dans les milieux que j'ai pu expérimenter,
les phrases, les petites phrases, les petits mots étaient toujours extrêmement innocents. Quelque part, j'ai toujours, moi, rencontré des hommes tout à fait merveilleux tout au long de ma carrière. Je n'ai également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rien à dire, si ce n'est qu'effectivement, on voit que les comportements sont extrêmement bien ancrés et qu'il y a bien évidemment une culture masculiniste dans plusieurs de ces métiers. Alors ce regard masculin nécessite pour nous, femmes, d'exercer sous le regard masculin, nécessite également, nous, femmes, d'être évaluées à l'aune de critères qui sont des critères masculins. Parce qu'effectivement, pour dérouler un parcours, et particulièrement, je pense, dans la fonction publique, il y a effectivement les étapes de l'évaluation à tous les niveaux. Alors, évaluation dans l'armée, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et bien entendu, que les critères sont des critères masculins. J'ai passé 3 années merveilleuses à l'école navale, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et à l'école navale, on a un module qui est dédié au management ou au commandement, voilà, pour traduire le terme management dans le milieu militaire. Et on nous explique pendant plusieurs heures de formation ce que doit être le manager charismatique. Alors, au bout de 3 ans, j'en suis arrivée à la conclusion que le manager charismatique était un homme. Alors, voilà, alors comment effectivement ensuite effectuer la démonstration inverse? Alors, je dirais qu'effectivement, c'est plutôt un travail de tous les jours. Comment on exerce ce regard qui est un regard masculin? Dans tous les cas, il y a une reproduction des critères et c'est un travail réellement de long terme. Je crois qu'effectivement, nous gagnons à inscrire nos actions sur la durée. Je crois beaucoup en la fraternité, ou plutôt la sororité qui se développe. Et preuve en est que notre journée aujourd'hui portera ses fruits et effectivement est à pérenniser parce que se développe dans tous les milieux minoritaires une forme de solidarité. Et je pense que l'on doit capitaliser sur ces solidarités pour justement avancer et puis gagner en reconnaissance. Alors, il y a effectivement plusieurs enjeux pour nous, les femmes, dans la fonction publique. D'une part, un enjeu d'orientation, et je crois que vous l'aviez souligné, une orientation, c'est effectivement rendre l'accès possible et faire en sorte que le plafond de verre ne s'exerce pas dès le plus jeune âge. Et donc ça, effectivement, ce travail d'orientation, c'est un travail au quotidien. Il y a également un travail qui consiste à pérenniser les postes, pérenniser les femmes dans leur situation, et ce n'est pas une chose gagnée d'avance. Puisqu'on constate qu'il y a de nombreuses sorties de route. Les primo-nominations ne sont pas une fin en soi. Parce qu'effectivement, on travaille sur les flux, on est loin, je crois, d'infléchir les stocks et d'infléchir durablement les stocks. Et donc, le travail est sans cesse à reconduire. Alors, au sein des collectivités territoriales, en tant que directrice générale, j'avais rencontré une journaliste qui avait le souhait de montrer que les femmes étaient minoritaires dans ces fonctions. Elle m'avait dit, tiens, on va faire une petite séance photo, est-ce que vous pourriez regrouper quelques hommes? Et je me suis dit, tiens, nous allons aller dans tel cercle, c'était une association qui s'appelle France Urbaine, pour le dire. Et au sein de France Urbaine, tous les DG des grandes métropoles sont réunis. Et j'étais effectivement la seule femme. Et pour forcer un peu le trait, la journaliste a mis les hommes réellement à l'écart et leur ont dit, voilà, encerclez cette femme de façon à ce que je puisse prendre les photos qu'il me faut pour mon article. Alors tout le monde a joué le jeu, puis on a vu quelques sourires, quelques rires, et puis les hommes se sont effectivement exprimés devant les journalistes en leur disant, oui, mais là, tout de même, on est quand même dans l'exagération. Eh bien non, nous ne sommes pas dans l'exagération, et preuve en est, toutes les statistiques que vous venez de donner, alors je n'en donnerai pas davantage, mais je crois qu'il y a là une réalité, et que quelque part, nous sommes réellement confrontés à l'épreuve des faits. Donc c'est un travail effectivement au quotidien, alors qui passe. Certainement, alors on peut s'inscrire dans une approche qui est une approche différentialiste, en se disant on va mettre des quotas. Alors pourquoi 40%? Moi, c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Je ne sais pas, pourquoi pas 50, pourquoi pas 60, d'autant que l'on sait que les objectifs ne sont jamais faits pour être atteints. Donc autant se dire, on les fixe à 70, on arrivera péniblement à 40 et on s'en sortira à terme. Mais voilà, c'est vraiment une question que je soumets tout à fait à la discussion. Et puis, donc il y a une approche qui est peut-être plus universaliste. Ça doit être la mienne en tant que préfète déléguée pour l'égalité des chances, parce que en termes d'égalité des chances, on donne les mêmes outils à tous.
On donne à chacun la même mobilité, et quitte à chacun après, avec ses petites forces, d'accéder. Alors, ce qui n'est pas... bon, je pense que c'est peut-être une conception un petit peu dure de l'égalité des chances et qu'il faut prévoir un accompagnement plutôt sur la durée. Quelque part, on ne peut pas se dire on se donne les outils, charge à chacun d'y arriver. Je pense que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc il faut accompagner cela. Alors l'accompagner par des procédures. Je pense que le rapport sur l'égalité entre hommes et femmes, c'est un outil qui est formidable. Parce qu'il nous permet justement de prendre en compte une certaine réalité, et la réalité est chiffrée dans plusieurs domaines, donc c'est vraiment excellent. Et puis, travailler sur les comportements et sur les savoir-être, valoriser les savoir-être qui sont féminins. Alors, il est vrai que dans les cercles plus masculins, on a peut-être quelques stéréotypes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui s'expriment, plus que dans les cercles mixtes. Donc un homme est assimilé, je ne sais pas pourquoi, à une décision qui serait plus tranchée. Un homme est assimilé, je ne sais pas non plus pourquoi, à une rationalité. D'ailleurs, pour une femme, il suffit d'essayer, dans un cercle très masculin, de commencer une phrase par « j'ai le sentiment que… » Tout de suite, on vous dit « non, mais là, vous êtes dans l'émotion, attention. » Voilà. Et on le dira peut-être davantage, d'ailleurs, quand une femme le dit, quand une femme se risque, que quand un homme le fait. D'ailleurs, un homme aura tout intérêt peut-être à adoucir ses positions en employant du « j'ai le sentiment que… » Voilà. Bon, alors, je crois que c'est un travail, effectivement, toujours reconduire, pérenniser, penser qu'il nous faut recruter, penser qu'il nous faut accompagner, pérenniser, ce qui veut dire reconnaissance, ce qui veut dire également bienveillance. Parce qu'on ne retient pas des femmes dans un cercle donné si, effectivement, on ne fait pas preuve de bienveillance au quotidien. On ne retient pas non plus un homme. Et puis valoriser, ce qui veut dire également donner l'accès aux postes de plus haut niveau, parce que c'est important, y compris pour les femmes, d'avoir quelques exemples à suivre et de pouvoir vraiment s'apercevoir que la voie est libre. Voilà. Ce que je souhaitais, les quelques mots que je souhaitais vous dire, et je crois qu'avec cela, j'ai dû répondre à la plupart de vos questionnements. Alors, je reste bien entendu à votre disposition. Je vous remercie beaucoup. Je vais peut-être vous demander si, dans votre expérience personnelle de décision peut-être compliquée que vous avez pu vivre dans vos fonctions, est-ce que vous avez pu constater qu'une petite mixité, même si elle n'était pas parfaite, a pu jouer par rapport à ce qu'aurait pu être la décision? Je crois qu'il y a beaucoup de représentations et qu'il nous faut faire la part des choses. En tant que femme, je me suis rarement sentie mise à l'écart, même si bien entendu j'observe les faits. J'ai toujours une part dans la décision. Toujours constaté également que les hommes parlaient beaucoup, s'exprimaient beaucoup, coupaient énormément la parole, et peut-être même davantage que les femmes. Donc ça, c'est vraiment un constat que j'ai pu opérer au fil des réunions. Mais néanmoins, je ne mettrai pas, vous voyez, c'est pas une prime particulière aux femmes à ce niveau-là, parce que je pense que les hommes peuvent apporter tout autant à la décision, et que par ailleurs, pour les plus jeunes générations, mais ce sera certainement observé, on a quand même une forme, je crois, d'homogénéisation des comportements. On a moins, effectivement, de différences. On a peut-être des savoir-être masculins qui doivent s'estomper, des savoir-être plus féminins qui doivent s'estomper, bien qu'on accusera plus facilement une femme d'être dans la séduction, on le fera peut-être moins pour un homme, voilà, évidemment, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, chacun a quelque chose à apporter, quelque chose qui lui ressemble, et je ne suis pas certaine que ce soit lié au fait d'être une femme ou d'être un homme. Merci, mais ça renvoie d'ailleurs aux propos de Madame Kosowski tout à l'heure, qui disait que la mixité permet finalement le meilleur signe de performance, c'est que chacun peut être lui-même. Et donc, j'ai envie de vous poser peut-être à chacune d'entre vous une dernière question, qui est comment pensez-vous que l'on puisse inscrire dans la durée cette participation des femmes à la décision de manière pérenne, c'est-à-dire sans qu'on soit obligé de lutter, de veiller, vous l'avez dit, il faut veiller en permanence à cela. Les chiffres sont ce qu'ils sont, vous avez toutes dit que les choses progressent, mais qu'il faut continuer à aller de l'avant. Comment peut-on envisager de construire finalement un environnement bienveillant, durable, une culture de l'égalité et du partage de la décision? Peut-être Madame Kosowski. Peut-être la première chose, c'est de revenir justement sur toutes les dimensions
pour moi, de la diversité et de l'inclusion, parce que si on ne travaille, entre guillemets, que la parité, je pense qu'on ne va pas faire les progrès qu'on attend. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant même des sujets un peu extrêmes ou moins connus par les gens, ça fait bouger les lignes. Donc, en fait, on fait des tas de choses pour la parité, mais on travaille vraiment tous les sujets autour. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle je me rends très visible chez nous sur la partie LGBT. Par exemple, en pleine fin d'année, qui est quand même bien connue chez nous pour être une période où on est censé passer beaucoup de temps à ramener des contrats, moi, j'ai convoqué les 200 plus grands managers pour une réunion surprise. Et là, on était avec les dirigeants de Tétu. On a partagé les résultats de l'étude LGBT et après, on a parlé de ce qu'on faisait pour accompagner les transformations de genre, qui est un terrain qui est quand même pas forcément très connu et qui, évidemment, fait réagir. C'est par exemple quand Sylvaine Juan, notre présidente de notre réseau Women at IBM, qui inaugure la célébration des 20 ans par une première vidéo féminicide qui met ce sujet-là en avant, ce qui était un parti pris qui a créé un choc pour celles qui étaient là. Et je pense que le fait comme ça de mettre des points de relief très, très forts et dans différentes dimensions, ça amène quand même d'abord à faire passer le message à tout le monde que la tolérance zéro est vraiment là sur tout ce qui ne va pas. Et deuxièmement, c'est qu'on ne peut pas faire un pick and choose sur ce qu'on aime dans la diversité et ce qu'on n'aime pas. Moi, j'ai quand même un témoignage d'un dirigeant que, évidemment, je ne nommerai pas, mais qui m'a dit « Moi, je veux bien t'écouter sur la parité homme-femme, je veux bien t'écouter sur les handicapés, mais LGBT, jamais. C'est trop pour moi. » Bon, ben, c'est juste pas possible, quoi. Parce que si on est comme ça, ben on va faire du surplace sur tout là. Enfin, c'est juste pas audible, quoi. On est tous d'accord. Donc, il faut vraiment travailler toutes ces dimensions. Je pense qu'il y a un sujet de travail en profondeur. C'est vrai que c'est des gestes, des prises de position au quotidien. Par exemple, on s'est rendu compte que pour développer les talents des jeunes femmes, c'est bien de faire des grandes réunions, etc. Mais finalement, maintenant, on fait des petits travaux de groupe, une vingtaine. On fait venir des rôles modèles et on passe 2-3 heures à discuter pour les faire sortir, quelles sont véritablement leurs craintes, etc. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus profond et plus exigeant que peut-être la façon dont on a l'habitude d'aborder les choses, mais je pense que ça rejoint aussi le travail de fond qu'on peut faire en mentoring, mais ces petits travaux de groupe aussi sont intéressants. Donc, en fait, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur notre réseau. Bon, nous, on a la chance d'avoir le réseau Women at IBM, des réseaux un peu sur tous les sujets, mais il faut vraiment mettre en visibilité les situations réelles. On essaye de mettre beaucoup en visibilité les femmes, indépendamment de leur position dans l'organisation, à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que je pense qu'on a besoin de rôles modèles, même si elles ne sont pas en haut de la hiérarchie. Quand j'entends certains de ces messieurs qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir dans les tables rondes autant de femmes speakers parce qu'il n'y a pas assez de femmes compétentes, je pense que la réponse, c'est quand même, on n'est pas obligé de mettre que les chefs. On peut, voilà, et on va en trouver, il n'y a pas de problème. Donc, c'est intéressant véritablement de donner la parole et de mettre en lumière un certain nombre de femmes, j'allais dire, quels que soient les rôles et la position dans l'organisation aussi. Ça, je pense que ça fait un peu avancer les choses. Merci beaucoup, Mme Berkoff, sur cette même question. En complément et en écho, parce que ce que vous avez dit toutes les deux résonne particulièrement. J'avais plusieurs idées à développer. Ce que vous venez de dire là sur rendre plus diverses les schémas de réussite et les schémas d'escalier montant me semble absolument fondamental. Je travaillais la semaine dernière avec des femmes de Énergie Mixité, donc un réseau qui n'est pas dans Tougab, je crois, et je vais y remédier. Chez EDF, et qui me disait, mais elle voulait donc mon retour d'expérience, elle me disait, mais chez nous, les femmes n'ont pas envie des postes COMEX. Les femmes n'en ont pas très envie. Alors, il y a un peu d'autocensure. Bon, et puis, je réfléchissais en introspection. C'est vrai que parfois,
c'est pas des postes dont on a envie et c'est pas forcément de l'autocensure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir envie de garder une expertise technique, de rester un peu, et c'est pas le pied au plancher, c'est pas le plancher collant, c'est parce que ça peut nous intéresser, ou de garder un lien avec des clients ou de garder du management et pas d'être dans des sphères hyper politiques. Donc je trouve que l'idée de se dire, pour répondre à votre question de comment on fait ça dans la durée, de dire il n'y a pas un chemin unitaire pour être présent dans des tables rondes qui est d'être dirigeant, mais de se dire, les femmes que nous sommes, patronnes ou grandes fonctionnaires, il est un peu de notre responsabilité de mettre en valeur, mettre en visibilité des femmes qui vont être une excellence dans leur style et qui n'est pas forcément la voie royale. Donc ça, c'est la première idée, je trouve, pour avoir un impact dans la durée qui me semble importante. La seconde idée, elle est bien sûr, et ça a été dit, mais ça reste quelque chose de fondamental, créer le vivier, donc intervenir dès le plus jeune âge et à toutes les étapes de la carrière. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est des jolis mots, mais ça veut dire que toutes les femmes qui sont là, et les hommes aussi, devraient être mentors. Moi, il y a quelques années, j'ai décidé maintenant, je mentore 2 personnes par an, avec Alters Egal, qui va être cité là, avec d'autres réseaux, avec des réseaux internes à mon entreprise, etc. Mais quelque part, ça nous appartient à toutes. Donc ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième et dernière idée, pour rendre le truc plus installé, ça va avec la notion de sororité que vous avez développée, Nadège. Je trouve que quand on arrive à des rôles de patronne, on est très seul, très, 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 très seul. Moi, j'ai mis plusieurs années finalement à aller chercher, finalement plutôt à l'extérieur, parce qu'en fait, mon groupe est super, hein, comme vous l'avez dit toutes les deux, j'ai rien à dire des hommes qui m'encadrent, mais pour autant, est-ce qu'ils sont des sources d'inspiration pour moi? Oui, mais pas surtout. Et donc en fait, cette notion de sororité, pour moi, oui, ils sont inspirants, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais la notion de sororité, faut aller la chercher. Moi, j'ai mis des années à la trouver, parce qu'en fait, je suis dans un groupe masculin qui fait un métier d'homme, et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, il fallait aller la chercher juste en faisant un petit pas de côté. Et ça, cette notion de sororité, je trouve que pour avoir de l'impact dans la durée, de manière plus pérenne, elle est fondamentale et il faut absolument qu'on la crée. Donc, faire du réseau, être dans des associations, se poser des journées comme ça. Je vous partage quelque chose que j'ai partagé avec certaines d'entre vous. Est-ce qu'aujourd'hui, pour venir ici, je pose une journée de congé? Alors, ça fait sourire. J'ai finalement décidé que non. Mais je suis patronne, j'ai un certain âge, c'est des questions que je me suis déjà posées, et n'empêche que je me la suis posée. Donc voilà, c'est des choses comme ça que je trouve que c'est intéressant de partager. Donc la sororité, mentorer les jeunes, ça me semble fondamental pour qu'on ait de l'impact dans la durée. Merci. Madame Battista, un petit mot? Oui, alors je crois fondamentalement à l'importance des quotas. Parce qu'effectivement, sans effet de rattrapage, nous n'y parviendrons pas. Il nous faut travailler absolument sur les flux pour infléchir, ne serait-ce qu'un tout petit peu les stocks. Et donc, il est vraiment important de persévérer sur cette notion de quota. Alors, non pas pour ce que les quotas apportent aux femmes qui en bénéficient, mais davantage parce que les quotas permettent d'infléchir les regards des recruteurs. Et ça, c'est extrêmement important, que les recruteurs se sentent obligés de regarder à côté. Voilà, je crois qu'effectivement, en cela, les quotas sont extrêmement utiles. Et puis, ils nous permettent également, quelque part, ils interviennent à rebours de l'idée de rareté du vivier, qui est une idée fausse, et qui est une idée fausse d'ailleurs pour les femmes et qui l'est pour beaucoup d'autres catégories. Je crois que cette idée de rareté, c'est peut-être l'excuse qu'on se donne à la situation actuelle. Voilà, donc ne nous donnons pas d'excuses, remettons les quotas et persévérons sur cet objectif. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour toutes ces idées absolument superbes. On va prendre un petit moment. Oui. On va prendre quelques minutes d'échange avec la salle. Je crois qu'on a encore quelques minutes, donc j'aimerais bien vous donner la parole. Qui voudrait intervenir, soit en contrepoint, soit pour poser des questions à nos intervenantes. Oui.
Alors, moi c'est juste un tout petit complément sur les 40%, 30%, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, ce que j'ai entendu comme chiffre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être à parité pour pouvoir être soi-même. Il faut être 30%. Quand vous avez 30% de femmes ou 30% d'hommes, ces femmes ou ces hommes peuvent être eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, vous cassez en fait ce schéma qui fait qu'en dessous de ces fameux 30%, vous ne pouvez pas être vous-même. Et vous vous retrouvez à vous faire appeler Madame le directeur, parce que se faire appeler Madame la directrice, eh ben, en fait, c'est la marche en trop. C'est celle que vous n'arrivez pas à franchir. Et donc, c'est pour ça, c'est 30%. En fait, il n'y a pas besoin de mettre des objectifs inatteignables parce que dans ce cas-là, en fait, vous menacez ceux qui sont en place. Ça, il y a une statistique qui n'est pas très connue. C'est dans la sécurité routière, 85% des accidents, ce sont le fait des hommes. Mais qu'est-ce que vous allez aller dire à des gens qui ont 85% d'hommes dans leurs salariés que de leur expliquer que ce n'est pas les bons? Ce n'est pas possible, ce n'est pas audible. Donc, l'idée des 30%, c'est juste ça, c'est qu'une fois que vous avez passé 30%, vous pouvez être vous-même et c'est bon, vous avez attrapé l'anneau et vous pouvez le casser. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait faire un pas de côté pour aller chercher de l'aide. Est-ce que vous avez rencontré un problème, je suis désolée mesdames, avec des femmes? Est-ce que vous avez trouvé plus d'aide de la part d'hommes ou au final, est-ce que ce sont des femmes et cet effet de sororité qui vous ont aidé à progresser dans votre vie professionnelle? Je pense que chaque cas est particulier. Moi, j'ai trouvé des modèles, que ce soit de manière très pratique, de la même manière, sans distinction chez des hommes ou chez des femmes. Et je pense que cette inspiration, on doit la trouver donc soit chez des hommes, soit chez des femmes de manière non discriminante. Et pour l'incarner nous, en fait, je disais ça aux jeunes, enfin aux femmes qui n'étaient pas jeunes d'ailleurs de chez EDF, le style managérial, le style de patronne que nous sommes, en fait, c'est notre style individuel. Et le moment où on a compris ça, donc de se dire, le rôle modèle, je vais le chercher chez quelqu'un qui m'inspire. Donc, vous, demain, vous dites, tiens, j'ai été vachement inspirée par une des femmes qui était là, je lui fais un mail, j'ose, ou par un homme dans la salle. Alors aujourd'hui, il y en a peu, mais parfois, il y en a plus. Et il faut aller chercher de manière non genrée ce qu'on cherche. Et si vous faites ça, le surlendemain, vous, en tant que patronne, en tant que décisionnaire, vous prenez des décisions qui vous ressemblent, qui sont ce que vous êtes. Et évidemment, ça résonne particulièrement ce que vous disiez sur LGBT, parce qu'en fait, c'est complètement la décision qu'on prend, elle est liée à notre vécu. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec les sentiments de peur dans les parkings souterrains, parce que ça, franchement, je crois que c'est hyper partagé. La décision, elle prend ça en compte. Bon, vous êtes un garçon ou une fille, finalement, c'est pour moi pas discriminant. Donc, j'ai trouvé des rôles modèles dans les deux genres. D'autres réactions? Je suis désolée, je voudrais juste rajouter quelque chose. Depuis ce matin, j'assiste, je suis là depuis ce matin comme vous tous et vous toutes. On dit toujours il faut laisser les femmes prendre la parole. Enfin, il faut leur donner la parole. En fait, je suis désolée, moi, on me dit je suis la nouvelle génération. Il faut prendre la parole, il faut oser. Arrêtez de vous brider, arrêtez de dire non, on n'a pas pensé à moi, on ne m'a pas appelé. En fait, osez. Au bout d'un moment, on est un être humain, on est constitué de la même façon, plus ou moins. On est plus intelligent ou pas, peu importe, mais il faut oser. Donc, moi, j'espère que l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne vais pas réassister à ces assises. Parce qu'en fait, il faut qu'on... oui, non, je suis désolée, mais... enfin, c'est très agréable, attention. Mais on est là de diverses entreprises, etc. On peut faire bouger les choses. On a envie, je pense qu'on a toutes et tous envie de faire bouger les choses. Moi, j'ai mon petit côté impulsif, donc moi, je rentre en fait dans le lard, j'y vais et peu importe ce qui m'arrive. J'ai encore mon poste, je ne me suis pas fait virer, mais il faut oser. Il faut oser et moi, ça me choque d'entendre j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai un petit peu peur parce que peut-être que je ne suis pas compétente, etc. Donc, je vous en prie, allez-y en fait. Au pire, qu'est-ce qu'on va vous dire? Non, c'est pas grave, demain il fera jour. Alors, moi, je voudrais vous dire que je suis
ravie de votre témoignage et on a vraiment besoin de jeunes femmes comme vous. Je veux juste aussi apporter le regard je dirais, de beaucoup de personnes qu'on rencontre. En fait, il faut qu'on crée les conditions favorables pour que tout le monde se sente libre de s'exprimer comme vous venez le faire. Et force est de constater que ce n'est pas tout à fait la réalité et qu'il y a une chose de dire « je laisse passer aucune injustice, aucune discrimination », de pouvoir créer un environnement d'inclusion où chacun, chacune, dans sa différence, se sent vraiment soi-même et arrive à révéler la meilleure version de soi-même. C'est ça quand même qu'on veut atteindre. Ça, c'est quand même, je dirais, un cran au-dessus. Et ça demande beaucoup de focus au quotidien et de subtilité. Parce que quand vous discutez avec les jeunes femmes, honnêtement, ça me crève le cœur. Quand on entend encore la question, est-ce qu'il faut choisir entre sa vie de famille ou une carrière? Ça veut juste dire qu'on a un petit peu échoué en rassurant ces jeunes filles, pour leur dire, mais bien évidemment, et si quelqu'un vous demande de choisir, il faut partir en courant, et il faut hurler, parce que c'est juste pas normal. Mais on a encore ce genre de questions, donc ça veut dire que c'est vraiment, il y a encore une réalité. Et donc, la question, c'est aussi, au-delà du témoignage que vous pouvez faire, comment on arrive à créer les conditions favorables qui font aussi qu'aujourd'hui, une réalité, on a une personne sur deux qui est LGBT, qui n'ose pas le dire dans l'environnement professionnel, ce qui est terrible, à titre individuel, collectif et en termes de performance pour l'entreprise aussi. Voilà, donc je pense que c'est ça vraiment le sujet sur lequel on doit encore travailler pour que tout le monde se sente aussi libéré que ce que vous exprimez. Oui. Je voulais ajouter, en l'absence d'Hervé Gaz, qui, outre le fait d'être le seul homme, était aussi le seul financier pur sucre, je dirais, du panel, je voulais attirer l'attention sur l'importance de ce qu'on appelle l'activisme actionnarial. C'est-à-dire qu'il peut avoir toutes sortes de formes, toutes sortes de cibles, mais sur notre sujet, l'exemple de Mirova est particulièrement emblématique. Il y a d'autres gestionnaires qui ont adopté, notamment dans le club des 30%, cette démarche. La finance est partout. Donc la finance, c'est le premier influenceur. Alors évidemment, ils ne vont pas travailler à perte, comme tu le signalais, hein, Agnès. Par contre, ils peuvent influencer la société. Ils le font de plus en plus sur le climat. Un de nos enjeux, d'ailleurs, vous le verrez dans le livre blanc, ça fait partie des sujets qu'on aborde dans le livre blanc, ils peuvent investir sur le leadership des femmes et investir sur les femmes. Donc, il y a, je dirais, la performance immédiate qu'on a soulignée, avoir plus de femmes dans une entreprise, l'entreprise est plus performante. Ils peuvent aussi investir pour que la société soit alors plus performante, plus douce, plus inclusive, en investissant aussi sur des projets portés par des femmes. Et là, on arrive à un autre, et du coup, j'introduis la notion, je profite d'avoir le micro, de ce qu'on appelle l'investissement à impact. Vous avez énormément de projets, pardon, je m'emballe, énormément de projets qui portés par des femmes, qui ne sont pas forcément des investissements financiers, mais des projets portés par des femmes qui vont être plus efficaces. Ça peut être des agricultrices en Afrique, enfin toutes sortes de projets qui, en fait, ont une influence sur la société et sur le bon fonctionnement de la société. Voilà, donc cet activisme d'investissement, a un rôle majeur à jouer. Alors, très brièvement, peut-être une dernière observation, puisque nos intervenants doivent partir. Oui, brièvement, je vais parler moins longtemps que Pascal. Non, simplement pour dire que vous avez évoqué les unes et les autres la notion de rôle modèle, que je trouve extrêmement intéressante. Et je trouve aussi extrêmement intéressant le fait de parler de rôle modèle extraordinaire et ordinaire. Vous l'avez dit, Béatrice, on n'a pas besoin d'avoir que des chefs dans une réunion. Et je crois que c'est important aussi de valoriser, et dans nos milieux, que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a un nombre de femmes de l'ombre qui font le travail, qui n'ont jamais d'avancement, qui ne sont jamais promues. Moi, dès lors que j'ai pu accéder à des postes à responsabilité, je me suis attachée à promouvoir ces femmes auxquelles jamais personne ne pensait pour une promotion, pour une mise en valeur. Donc des rôles modèles ordinaires, extraordinaires. Notion de sororité aussi, c'est un concept relativement nouveau. On a beaucoup de travail à faire sur cette idée-là, mais je crois que c'est vraiment une idée d'avenir. Et aussi, et comme tu l'as dit, Nadège, les quotas, oui, dans le public comme dans le privé, on en a absolument besoin. C'est de l'arithmétique, certes, mais qui est transformatrice. Donc, c'est vraiment très important. Eh bien, un grand merci à nos intervenantes. Je crois qu'on peut les applaudir.
Alors, merci encore Agnès et merci aux intervenantes de la première table ronde qui ont suscité beaucoup de commentaires, d'interventions et effectivement on aurait envie de débattre encore plus sur les sujets qui ont été abordés. Avant de commencer la deuxième table ronde, je vous propose qu'on entende Madame Sylvia Villaudière, qui est la vice-présidente de l'Hôtel de l'Industrie, qui nous accueille aujourd'hui et qui va nous dire quelques mots de la politique égalité, des actions sur l'égalité qui sont entreprises par l'Hôtel de l'Industrie. Merci chère Nathalie. Et tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'était un grand bravo. Un grand bravo à vous, Nathalie, à toute votre équipe du collectif, à tous ces réseaux qui sont aujourd'hui réunis. Merci à vous toutes d'avoir choisi ce lieu qu'est l'Hôtel de l'Industrie. C'est ainsi qu'on le nomme. Vous le connaissez peut-être parce que je crois que vous êtes nombreuses à être déjà venues ici. Et je suis tellement heureuse de retrouver ici beaucoup d'amis de mes multiples vies, à moi en tous les cas. Mais quoi qu'il en soit, vous dire un mot sur cet Hôtel de l'Industrie et sur notre association. Parce qu'ici, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'Hôtel de l'Industrie, c'est le siège de beaucoup de premières. Vous organisez aujourd'hui même vos premières assises. Et ici même, on a eu énormément de grandes premières, des premières fois. Alors, c'est le siège de notre association, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Vous avez entendu ce matin notre président, Olivier Mousson, qui vous disait que notre association, cette formidable maison qui encourage les entrepreneurs et l'industrie dans toutes ses formes, eh bien, elle a été créée, cette association, en 1801. 1801, vous imaginez, par l'inspiration des 3 consuls, dont Bonaparte, et en l'occurrence, ce rayonnement de notre industrie française à travers le monde, vous voyez bien un peu, elle démarrait ici même et nous avons été reconnus d'utilité publique. Nous sommes la première association en France reconnue d'utilité publique. Donc vous voyez, c'est une première et là, en ce sens, eh bien, évidemment, il était très important et formidable qu'aujourd'hui, on puisse vous accueillir, vous qui lancez votre première assise de ces réseaux, assise de ce collectif extraordinaire que vous créez et que vous constituez et sur lequel vous avez ici un lieu qui est heureux tout simplement de vous donner des occasions de vous concerter, de débattre et de poursuivre l'action toujours plus fort. Alors, nous ici même, dans les autres premières que nous avons accueillies, sachez qu'il y a eu des premières dans le monde scientifique, dans le monde technologique, dans le monde de l'innovation. Nous avons ici accueilli dans les années 1880 les premières expériences dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'air comprimé dans les années 1890. Et ici même dans cette salle, vous ne le savez peut-être pas, cette salle s'appelle la salle Lumière. Et pourquoi Lumière? Eh bien parce que les frères Lumière, que ce soit Louis et Auguste Lumière, ont inauguré, ont lancé ici leur premier cinématographe. Donc, c'est dans cette salle, Lumière, qu'on trouve les premières fois où une image a pu être diffusée. Et ça, c'est encore une première que vous pouvez découvrir dans ces lieux, dans cette maison d'expérimentation et d'innovation. Alors, des sociétés savantes, des clubs, des think tanks, des filières industrielles, ils trouvent ici un lieu formidable d'accueil pour leurs réunions, pour leurs forums, pour leurs débats, pour leurs expositions, pour leurs démonstrations. Vous y avez ici des salles aussi merveilleuses que celle-ci, mais un peu partout dans tous nos 4 étages. Et vous êtes les bienvenus pour y organiser tout type de manifestations que vous souhaiteriez. Sachez que, pour ce qui me concerne, j'ai cette chance d'avoir eu l'occasion de vous rencontrer, certaines d'entre vous, depuis maintenant 25 ans, 30 ans. Je vois des visages évidemment connus et vous savez que je partage avec vous ce combat pour l'égalité, pour plus de mixité et pour une gouvernance au féminin qui soit davantage dans nos réalités et dans nos réalités de toutes nos entreprises, mais aussi de notre gouvernance publique. Eh bien, j'ai cette chance ici à l'Hôtel de l'Industrie, dans le cadre des activités de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, j'ai cette chance de pouvoir tenter de pousser à incarner cela aussi.
Alors, quelques exemples, comment on fait, nous, ici, bien, on essaie de l'incarner tout simplement déjà, et ça commence par nous-mêmes dans notre propre gouvernance, comme pour vous, le collectif. Dans notre gouvernance, tentons effectivement d'être la maximum mixte. Donc, mixte, oui, on commence à l'être. Je ne vous cache pas qu'au 19e siècle, ce n'était absolument pas le cas. Il n'y avait pas une seule femme dans la gouvernance de la société d'encouragement. Ça se voit un tout petit peu à travers ces tableaux qui sont ceux de nos premiers présidents. Mais en l'occurrence, petit à petit, les femmes sont entrées dans notre gouvernance au XXe siècle, et tant mieux. Elles se sont développées, elles arrivent dans à peu près toutes les instances. Nous sommes maintenant, et j'ai la chance avec Evelyne Sevin, toutes les deux, nous sommes 2 vice-présidentes sur 5. Pas tout à fait parité, mais pas mal tout de même. Et nous avançons également au sein de notre bureau, au sein de notre conseil d'administration, maintenant presque bientôt 40% de femmes. Et nous avons dans nos organisations, nos décisions au quotidien, notre co-gérance. Eh bien, j'ai la chance de co-gérer l'hôtel de l'industrie avec Jean-Pierre Plonquet, mon collègue. Nous sommes vraiment dans une co-gérance mixte de cet établissement ici même. Par ailleurs, évidemment, et je dirais peut-être que c'est aussi le plus important, à travers nos vocations, eh bien, nous inscrivons la mixité, cette idée d'une gouvernance renforcée au féminin, bien sûr, dans nos missions. Et ça, je crois que c'est peut-être aussi évidemment important. Nos 4 missions, la vocation de la société d'encouragement, eh bien, dans chacune des 4 missions, nous veillons à ce qu'il y ait davantage cet esprit et cette action féminin. Première des missions, eh bien, vous l'avez compris, c'est encourager les entrepreneurs. Ça, c'est notre première mission. Et les entrepreneurs, ce sont aussi bien des hommes que des femmes, bien entendu. Donc, les entrepreneurs, et ça, comment le faisons-nous? Nous les encourageons à travers la remise de prix. Nous avons ici, vous l'avez peut-être déjà constaté, vous assistez peut-être à nos prix, prix Chaptal, le prix Montgolfier, le prix d'Hermagne, le prix Francophile, qui chacun dans les tailles d'entreprises diversifiées, que ce soit les jeunes porteurs de projets, les startups, jusqu'à nos grands champions mondiaux et internationaux français, eh bien, nous encourageons et nous avons des lauréats, mais aussi de plus en plus de lauréates qui sont les femmes qui entreprennent et qui innovent, et nous les célébrons ici même sur cette tribune tous les ans, régulièrement. Et puis, nous avons des manifestations, des colloques, des conférences qui sont organisées régulièrement, et notamment une conférence annuelle qui s'appelle « Regard de femmes », où nous veillons à encourager les femmes dans ce cadre. Donc là, Madame la Présidente, je serais ravie que nos prochaines manifestations « Regard de femmes » puissent être menées peut-être ensemble et de concert, comme aujourd'hui même. Et puis, bien entendu, vous l'imaginez, dans ces lieux, eh bien, nous veillons, et c'est au-delà de cette deuxième mission qui est de transmettre les innovations, tous nos cycles de conférences avec des modérateurs, des modératrices, des intervenants et des intervenantes. On veille à faire jamais sans elles, puisque nous sommes aussi adhérents de ce type de collectif-là pour pousser cette possibilité permanente de femmes au sein de nos propres événements. Troisième axe, c'est la valorisation des savoir-faire. Valoriser nos savoir-faire français. Ça, c'est évidemment un axe très important d'exposition et puis aussi de découverte de beaucoup de nos savoir-faire français, ici même. Alors, venez nombreuses, regardez sur notre site web, vous y avez nos invitations, que ce soit dans les domaines de la mode, de la joaillerie, on a les métiers d'art, on a la gastronomie, on a plein de nos savoir-faire français qui sont ici souvent présentés en avant-première, évidemment aussi des expositions artistiques et culturelles formidables. Et puis enfin, et vous l'avez compris, c'est notre quatrième mission, c'est conserver notre patrimoine, conserver et valoriser notre patrimoine industriel français. Et ça commence aussi par le nôtre, ici l'Hôtel de l'Industrie, avec un fonds documentaire qui a été relevé, si je puis dire, au rang de nos archives nationales, consacré par l'UNESCO. Et nous avons un fonds, vous avez pu peut-être découvrir nos bibliothèques qui sont absolument extraordinaires, avec tous les registres des inventions et des brevets de la France depuis le 19e siècle, sur les sujets chimie, arts mécaniques, physique, etc. Et évidemment, ce fonds documentaire, eh bien, il est grâce à vous, grâce à des manifestations que nous accueillons ici, nous avons les moyens et petit à petit,
la possibilité de rénover et de moderniser et de digitaliser. Et donc, comme vous, on a ce souci d'entrer dans un monde hyper, innovant, avec ces mots-clés qui sont, je crois, partagés et que je me permets de redonner peut-être ici en conclusion de ces quelques mots que je voulais vous proposer. Eh bien, ces mots-clés que je crois qui sont ceux finalement d'un monde durable, d'un monde de la RSE, puisque je croise les regards de mes amis qui, dans ce domaine-là, depuis des années, nous travaillons pour que ces valeurs-là soient partagées, poussées, qu'elles rentrent absolument et dans nos gouvernances publiques et privées. Et ces mots-clés sont les mots de partage et de transparence, de traçabilité, bien entendu, d'indicateurs tangibles et pas que des mots, mais aussi des éléments chiffrés, évaluables, d'un copilotage s'appuyant sur des communautés d'acteurs, sur des parties prenantes, bien sûr, qui puissent être publiques et privées. Et puis, bien sûr, ce terme de l'innovation qui doit s'appuyer sur des valeurs et probablement aussi sur un patrimoine historique, c'est celui de notre France dans le monde. Et on voit bien, je ne voudrais pas quitter cette scène sans penser évidemment à des femmes et des hommes qui aujourd'hui souffrent tellement dans un monde en guerre, et que nous pensions aussi à ces femmes-là, à ces familles-là, à ces êtres-là, tout simplement, qui dans notre humanité ont besoin de nous, de vous, de notre vision à nous, peut-être particulière, d'un monde plus juste, plus mixte. Et je n'oublierai pas, quand je parle des femmes, je n'oublie pas que tout ce que nous le faisons aussi avec les hommes, et qu'il est très important que l'on agisse en mixité. Donc, je voudrais juste vous dire que ces mots-clés, bien pour moi, c'est tout simplement des racines et des ailes pour un monde durable. Et je n'oublie pas d'écrire, et je vous propose de le faire ensemble, que les ailes, ce n'est pas seulement A-I-L-E-S, c'est bien aussi E-2-L-E-S. Merci à vous.